cette table ronde avec nos deux invités, Marc Lachaiseray à ma gauche, Étienne Klein à ma gauche-gauche, à l'extrême gauche, on pourrait dire de cette façon. Et je vais quand même les présenter, je pense que vous les connaissez, au moins Étienne Klein, Marc Lachaiseray aussi, parce qu'il est quand même très connu pour ses ouvrages et par son travail de vulgarisation. D'abord Étienne Klein, vous êtes physicien et docteur en philosophie des sciences, directeur de recherche au CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et vous dirigez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Et vous êtes aussi professeur de physique, de philosophie des sciences à Centrale Paris, à l'école centrale de Paris. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier, si je ne me trompe pas, Le pays qu'habitait Albert Einstein, paru aux éditions Actes Sud. Vous êtes aussi très connu pour les ouvrages sur le temps que vous avez écrits, notamment les tactiques de Chronos et Le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Vous avez une animation, vous animez une émission sur France Culture, La conversation scientifique. Et Marc Lachaiseray, vous êtes astrophysicien, plus spécialisé en cosmologie, notamment en cosmologie. Vous travaillez au CNRS, au laboratoire astroparticules de l'université Paris Diderot. Vous enseignez aussi à l'école centrale de Paris. Vous n'enseignez plus à l'école centrale de Paris, mais vous avez enseigné. Donc voilà une transition temporelle. Et bien sûr, écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, dont le dernier, c'est Einstein à la plage, c'est chez Duno, mais un qui nous concerne plus directement aujourd'hui, c'est Voyager dans le temps, qui a été publié au Seuil. Exactement. Et vous avez aussi participé à l'élaboration de documentaires, commissaire d'exposition, notamment à la Bibliothèque nationale de France, et à la Villette, à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Tous les trois, d'ailleurs, ensemble, dans une exposition commune, il faut le reconnaître. Et vous êtes aussi un des piliers de l'éditeur de CD scientifique, intitulé De vive voix. Il y a des scientifiques qui racontent des choses sur la science. Alors, thème de la table ronde aujourd'hui, le temps est-il une illusion? Alors, avant de répondre à cette question, d'essayer d'y répondre, d'élaborer des questions, d'abord, évidemment, il faut d'abord essayer de comprendre ce qui est pour nous, d'abord, le Pékin de base, si j'ose dire, et puis ce que c'est pour les physiciens, ce qu'est le temps pour nous et pour les physiciens. Donc j'ai commencé par demander à Étienne d'abord, est-ce qu'il y a une définition du temps? J'imagine bien la réponse, elle va être compliquée, elle va être probablement vers non, mais est-ce qu'il y a une définition du temps qu'on pourrait trouver, disons, en dehors de la physique d'abord, et on viendra avec Marc après sur le temps des physiciens, la façon dont on pourrait élaborer le temps en physique. Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a une définition du temps? Je pense que non. C'est-à-dire que je pense que, comme le disait Blaise Pascal, c'est un concept primitif. Primitif au sens où on le comprend, mais on n'est pas capable de le dériver d'une notion plus fondamentale que lui. Par exemple, on pourrait dire le temps, il est déduit du mouvement. Est-ce qu'on peut penser à un mouvement sur le temps? La réponse c'est non. Et toutes les définitions qui ont été proposées, il y en a de multiples, par Aristote, par Platon, par beaucoup d'autres, sont des définitions qui présupposent l'idée du temps, ou une certaine idée du temps. Par exemple, quand Aristote dit le temps, c'est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après, c'est intéressant, hein, on peut développer, mais on voit bien qu'il introduit dans cette définition des choses qui ne sont pensables que si le temps est déjà posé, l'avant et l'après. Ou bien quand on dit, définition proposée par Georges Dionneau, le temps c'est ce qui passe quand rien ne se passe, c'est intéressant, mais comme on associe le temps à l'idée même de passage, ça veut dire qu'on le définit en le rapportant à lui-même, c'est-à-dire on ne le définit pas. C'est autoréférencié, c'est une manière d'autoréférence. Et ça nous amène au sujet d'aujourd'hui, c'est quand on fait parler les équations de la physique à propos du temps, ça veut dire que dans telle ou telle variable, dans telle ou telle construction mathématique, on a reconnu le temps, ou bien on a reconnu son absence. Mais pour reconnaître le temps dans un formalisme, il faut déjà le connaître. Et donc, la question, c'est quelles sont les propriétés a priori qu'on attribue au temps, qu'on peut reconnaître dans telle ou telle variable. Je donne la parole à Marc, mais juste un exemple. Si vous considérez que le temps est par essence continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment sans temps, ça veut dire que si vous voyez dans votre formalisme en construction une variable discontinue, vous vous interdirez de dire que c'est le temps. Si au contraire vous admettez l'idée possible d'un temps discontinu, rien ne vous empêchera de dire tiens, cette nouvelle variable, c'est ce qu'on appelle le temps. Et donc je pense que ces questions de sémantique, que j'ai un peu évoquées hier en parlant de Newton, parce que Newton est le premier à introduire le temps formellement dans une équation de physique,
Et on voit bien que le temps de Newton est un temps qui ne ressemble pas à nos façons de dire le temps. Et donc il aurait pu le nommer autrement. Et s'il l'avait nommé autrement, je parle du paramètre t, est-ce qu'on serait là à parler du temps entre physiciens? Non. Et donc il y a une sorte d'arbitraire sémantique qui fait que pour se mettre d'accord sur ce qu'on pense, il faut vraiment travailler le langage et la sémantique. Sinon, ça cacophone assez vite. J'ai la question que vous avez déjà soulevée et que je vais poser à Marc, c'est évidemment, est-ce qu'il y a pour notre temps, qui semble d'abord autoréférentiel sans aucun doute, mais en même temps assez naturel, est-ce qu'on peut essayer de définir les propriétés que devrait avoir quelque chose qui serait le temps au sens où on le pense, et ensuite peut-être d'identifier s'il y a une entité dans la physique ou ailleurs qui vérifie ses propriétés. Donc d'abord peut-être sur les propriétés qu'on attend d'un temps tel que nous le pensons spontanément, disons, naturellement. Bravo Roland, c'est exactement ce que j'allais dire, d'une certaine manière. Mais oui, je suis d'accord avec ça, et je ne suis pas d'accord avec Pascal. Pascal qui dit que le temps est un concept primitif. Justement, c'est exactement ce que je récuse. Et pour moi, le temps est quelque chose qui est reconstruit à partir d'autres notions qui, justement, elles, sont primitives. Par exemple, les notions de durée, de chronologie, de simultanéité, de causalité. Donc, ce qu'on appelle le temps, même si on n'est pas capable de le définir, c'est quelque chose qui synthétise toutes ces notions que, elles, j'appelle primitives. Donc, le temps, pour moi, n'est pas une notion primitive. Mais il se caractérise par un ensemble de propriétés, à savoir qu'il permet de définir une chronologie, qu'il est lié à la notion de durée, qu'il est lié à la notion de chronologie, c'est-à-dire, je vais jouer à l'idiot utile, ça veut dire ça s'est passé avant, ça s'est passé après, mais c'est différent de causalité. Absolument. Alors, justement, bon, là, on commence à rentrer un petit peu dans les détails du sujet, mais ce qui se passe, bon, finalement, c'est Newton qui, d'une certaine manière, a introduit formellement le temps dans la physique. Bon, évidemment, Galilée avait déjà beaucoup préparé le terrain, mais on peut dire que la physique moderne, elle est née avec Newton, et ce qu'a fait Newton, entre autres choses, c'est qu'il a spécifié le cadre dans lequel se déroule la physique, dans lequel se déroulent les phénomènes qu'on veut étudier, et ce cadre, il a dit, c'est l'espace et le temps, et il en a énoncé les propriétés, et il les a géométrisées, c'est-à-dire que l'espace physique, pour lui, se décrivait comme l'espace mathématique euclidien, et le temps physique se décrivait grosso modo comme la ligne droite que les mathématiciens confondent avec l'ensemble des nombres réels, puisque sur une ligne il y a des dates, et ces dates ce sont des nombres. Et justement ça donne tout de suite une des propriétés du temps telle que Newton l'a énoncée, et telle que nous en avons toutes et toutes la notion absolument élémentaire, c'est que quand il y a du temps, il y a des dates. C'est-à-dire une des propriétés du temps, c'est ce qu'on peut appeler la datation, c'est-à-dire si le temps existe, ça veut dire que chaque événement, a une date. Alors, cette date, on peut la connaître ou ne pas la connaître, ça peut être difficile de la connaître, mais si on croit, par exemple, qu'il existe un temps, comme le disait Newton, qui s'écoule de la même manière dans tout l'univers, ça veut dire qu'en ce moment, on est le 2 novembre à 14h10, mettons. Ça veut dire qu'à 14h10, dans une galaxie lointaine, sur une planète autour d'une étoile dans une galaxie lointaine, il est 14h10 aussi, et il se déroule quelque chose qui va se dérouler, et à 14h10, il y a une date. Bon, évidemment, c'est pas facile de la connaître, mais il y en a une. C'est ce que dit la notion de temps. Donc la notion de temps est liée à cette notion de datation. Et s'il y a datation, il y a immédiatement une chronologie qui en découle, parce que si tous les événements ont des dates, il suffit de comparer les dates, et celui qui a la date plus grande que l'autre, eh bien, il se situe chronologiquement après, il est chronologiquement postérieur. Donc dès qu'il y a du temps, il y a des dates, dès qu'il y a des dates, il y a une chronologie, deux événements sont simultanés s'ils se déroulent à la même date. Bon. Et on va s'apercevoir ensuite donc, que c'est comme ça que le temps est reconstruit, et finalement, pourquoi Newton, Galilée et quelques prédécesseurs introduisent le temps dans la physique? C'est qu'il y a une chose qui est absolument certaine et qui est indépendante finalement de toute notion physique, c'est que nous, on ressent quelque chose qu'on appelle le temps, on le ressent personnellement. C'est-à-dire qu'on sait qu'on vieillit, on sait qu'on a des souvenirs, on sait qu'on grandit, on sait qu'on a des phénomènes physiologiques comme notre respiration, notre digestion, les battements de notre cœur qui sont rythmés, et quand il y a un rythme, c'est-à-dire qu'il y a une période qui est une durée, donc
on est tous sensibles à la durée, et on peut avoir une montre aussi qui va indiquer le temps. Bon, je reviendrai peut-être là-dessus dans le cours de cette discussion, et finalement on s'aperçoit que ce temps que l'on ressent et que l'on éprouve psychologiquement, physiologiquement, coïncide grosso modo avec le temps de notre montre, qui est une sorte de temps physique, mais qu'a priori on lit sur notre montre. Et donc ça nous donne une notion de temps personnel, et je m'aperçois que j'ai donc ce temps personnel que je ressens, que j'éprouve, que je mesure. Roland a son temps personnel, Étienne a son temps personnel, et l'hypothèse de Newton, c'est de dire tous ces temps personnels sont le reflet de quelque chose d'universel qu'il va appeler le temps universel, et c'est une hypothèse, bien entendu. Moi j'appelle ça quelquefois l'Ansatz newtonien, et cette hypothèse que Newton a fait a très bien fonctionné parce qu'elle lui a permis de fonder sa physique, qui a été, comme vous le savez, de succès en succès jusqu'au XXe siècle. Donc, si vous voulez, le temps, c'est une reconstitution, et reconstitution qui va synthétiser, comme je l'ai dit, cette notion de chronologie, de datation dont j'ai parlé, mais aussi les notions de durée et les notions de causalité, parce que selon la conception newtonienne et selon notre conception de tous les jours, en gros, la causalité se confond avec la chronologie. C'est-à-dire, un événement a la possibilité d'être la cause d'un autre s'il s'est déroulé chronologiquement avant. Donc, la relation